À la une ce soir, la célébration du 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Haute-Volta devenue Burkina Faso. Une indépendance proclamée par Maurice Yameogo, premier président du pays. Ce soir, coup de projecteur sur la vie de celui qui a été évincé du pouvoir par un soulèvement populaire 6 ans après la proclamation de l'indépendance. À 3 jours de la fin des inscriptions en ligne pour les concours de la fonction publique, ça grogne chez les potentiels candidats, des candidats qui peinent à s'inscrire sur la nouvelle plateforme du ministère de la fonction publique. Zoom sur leur galère dans ce journal. Situation apocalyptique au Liban, la moitié de la capitale Beyrouth est détruite par 2 énormes explosions causées par plus de 2500 tonnes de nitrate d'ammonium. La déflagration a été entendue à des centaines de kilomètres des lieux du drame. On parle d'une centaine de morts, des milliers de blessés et près de 300 000 personnes sans abri. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, 5 août 2020, la nation burkinabé célèbre les 60 ans de son indépendance. Le Burkina Faso, à l'époque, s'appelait la Haute-Volta, dirigée par Maurice Yameogo, le tout premier président du pays. 6 ans plus tard, il est chassé du pouvoir lors d'un soulèvement populaire. Au-delà des reproches de malversation imputées à sa gouvernance, l'homme demeure un patriote affirmé qui a œuvré pour une nation prospère. C'est le témoignage de ses proches recueillis pour vous par Solange Kaboré et Arsène Konditamdi. Au nom des droits naturels de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Sa voix nonchalante est celle que des milliers de personnes entendront leur annoncer l'indépendance de la Haute-Volta le 5 août 1960. Maurice Yameogo deviendra d'office le premier président de ce jeune État indépendant. Pour Herman Yameogo, la proclamation d'indépendance est le premier acte révolutionnaire de la Haute-Volta indépendante. 1960, Maurice Yameogo lit la déclaration d'indépendance. Mais c'est extraordinaire. C'est le premier acte révolutionnaire dans ce pays. Lorsque, dans une collectivité humaine, des hommes viennent prendre la place d'autres hommes pour assumer le pouvoir avec d'autres méthodes de gouvernement, c'est une révolution. De sa gouvernance, de nombreux Burkinabés aujourd'hui n'en gardent pas de bons souvenirs. Pourtant, le régime de Maurice Yameogo ne doit pas être résumé aux seuls scandales qui ont émaillé sa gestion. Les programmes de développement régionaux date de cette époque, avec la création des ORD. Il y a eu des progrès dans le sens de l'amélioration des techniques culturelles dans le pays. Enfin, il y a eu pas mal de choses, mais je comprends, tout cela a été gommé un peu dans l'esprit des gens, surtout des générations actuelles, par le fait qu'il a perdu le pouvoir à la suite d'un soulèvement populaire. Que la première compagnie aérienne d'Afrique, ça vient du Burkina, c'est lui qui a créé. Il a créé la télévision qui n'existait pas dans la sous-région. Si vous voyez le travail qu'il a développé pour le recours aux matériaux locaux dans la construction, c'est un travail pionnier. Il n'y a pas un président à l'époque qui a fait autant de déplacements à l'extérieur, développant avec anticipation le principe de la diplomatie du développement. De sa vie et son passage au sommet de l'État, on peut aussi retenir l'image d'un homme courageux qui assumait ses positions selon ses proches. Un président qui avait la volonté de faire changer les choses. Parce que dans les accords, il était demandé que les pays africains, les pays francophones, notamment ceux du Conseil de l'Entente, acceptent la présence de bases militaires en dépit de l'indépendance. Mais il était le seul à refuser. Ça a été une discussion chaude avec Michel Debré qui présidait aux rencontres et tout cela, aux négociations. Mais il a tenu mordicus que pour lui, l'indépendance n'aurait aucune valeur avec la présence de bases militaires étrangères. Donc il en a obtenu le départ. Évincé du pouvoir, déchu de tous ses droits civiques et contraint à vivre loin des affaires politiques, Maurice Yameogo ne sera réhabilité qu'en 1991
alors qu'il vit à Abidjan depuis quelques années. Un moment de soulagement pour toute sa famille. Et c'est pendant la Révolution qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Et c'est de là qu'il a obtenu sa réhabilitation, qu'il a obtenu la restitution de ses biens. C'est une reconnaissance, en quelque sorte, de ce que l'homme a fait pour ce pays, de ce qu'il a été. Parce qu'il a attendu ça quasiment toute sa vie. Voilà, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire pour lui annoncer cela, nous avons fêté ça au champagne. Il m'est sauté dans les bras et tout cela. Récemment, le président Roch Kaboré a demandé la relecture de l'histoire du Burkina Faso. Une aubaine selon les proches du tout premier président du Burkina Faso. Cette perspective va permettre, selon eux, de réhabiliter davantage Maurice Yaméogo dans l'imaginaire collectif burkinabé. 6 décennies d'indépendance que de parcours depuis le 5 août 1960. Qu'en pensent les Burkinabés? Pour ceux rencontrés par Majid Bakouan ce matin, la véritable indépendance est toujours attendue. En 60 ans, si nous devons toujours continuer à penser à l'extérieur, chaque fois qu'il faut faire, chaque fois qu'on doit travailler, il faut voir l'extérieur, les Français, les Américains. Bon, nous dépendons de l'aide extérieure. Parce que je crois que pendant la Révolution, les 4 ans de la Révolution, là, on était un peu plus indépendants qu'aujourd'hui. Parce que Sankara avait vraiment voulu lancer, il avait lancé le Burkina sur le plan international. On consommait burkinabé, on mangeait burkinabé, on produisait et on consommait burkinabé. À l'époque, c'était bien, mais aujourd'hui, bon, on est toujours dépendant de l'extérieur. Beaucoup de choses qui ont changé. 60 ans après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà, il reste tout de même beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, je pense que la véritable indépendance est donc dans la main des Burkinabés. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous, en tant que Burkinabés, nous puissions saisir cette date-là pour pouvoir nous affranchir réellement de ces phases coloniales, je dirais. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qu'il faut noter. Ce n'est pas l'indépendance parfaite que nous voulions. C'est le début, n'est-ce pas, de l'indépendance. Parce que l'indépendance s'acquiert petit à petit, et puis voilà. Sinon, ce 5 août-là, qu'on fête aujourd'hui, qui fait 60 ans, nous ne sommes pas mûrs. Nous ne sommes pas mûrs. Donc, moi, ça représente, n'est-ce pas, le début, n'est-ce pas, de notre indépendance. Pendant ces 60 dernières années, s'il y a un mal qui a miné la bonne marche du Burkina Faso, c'est bien la corruption et autres défauts de gouvernance. C'est dans ce contexte que l'ASE-LSE a vu le jour, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, qui vient de lancer une nouvelle plateforme. Désormais, la déclaration d'intérêt et de patrimoine est possible en ligne. Le chef de l'État est le tout premier inscrit de cette nouvelle solution numérique. Archimède Boy. Le président du Faso, devant cet ordinateur, procède au lancement de la plateforme de déclaration d'intérêt et de patrimoine. Une initiative de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption. La déclaration d'intérêt et de patrimoine constitue un puissant mécanisme de prévention de la corruption, d'incitation au respect de la chose publique et d'enracinement d'une culture de la redevabilité. La mise en place de cet outil a coûté près de 500 millions de francs CFA. Un financement de la Banque mondiale à travers le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne. Ça ne va pas s'arrêter là. On l'a poussé à naître encore une fois dans le cadre du projet de gouvernance économique et de participation citoyenne, qui est un projet sur 5 ans, qui va donc finir en octobre 2021 et que même lors de la revue à mi-parcours, l'équipe avec le ministre de l'économie et des finances et du développement sont en train de réfléchir sur une seconde phase pour voir comment on peut consolider les acquis et pouvoir aller à un autre niveau. Pour le chef de l'État, la date du 4 août, choisie pour le lancement de ce portail web, n'est pas fortuite. Je dois rappeler qu'aujourd'hui nous sommes le 4 août. Je suppose qu'ils n'ont pas choisi la date par hasard et que cela correspond également à un moment de rupture dans la vie politique de Burkina Faso par la révolution et également de nomination par la suite de la Haute-Volta
en Burkina Faso qui dit c'est le pays des hommes intègres. Donc je veux dire que nous sommes tous alliés dans ce sens et on souhaite que cette plateforme permette à chacun et à chacun de Burkina Faso qui travaille quelque part de savoir que l'intérêt c'est de travailler d'abord pour la nation. Le président du Faso, les membres du gouvernement et les députés font leur déclaration au format papier en 3 exemplaires. Les autres assujettis font leur déclaration sur la plateforme électronique. Il s'agit, entre autres, des membres des institutions, des représentants des collectivités territoriales et de tout autre agent public à la demande de l'ASELC. L'ASELC veut s'adapter aux défis numériques, le ministère de la fonction publique aussi. Le département du professeur Seni Ouedraogo a entamé une vaste opération de digitalisation dans le processus de recrutement dans la fonction publique. Mais problème, trop de plaintes depuis le début des dépôts en ligne. Les potentiels candidats souffrent le martyre pour candidater. Archimède Boy a été témoin de leur calvaire. Voici pour vous son reportage. Sakinata veut faire acte de candidature cette année au concours de la fonction publique. Mais depuis une semaine, elle peine à s'inscrire sur la plateforme dédiée à cet effet. Elle est à la fois en colère et inquiète, car dans 96 heures, c'est la date limite d'inscription. Nous sommes à jour J-3. Et imagine jour J-3, si aujourd'hui c'est comme ça, nous sommes à quelle heure? À 11h. 11h, on a comme quelques heures de trucs la nuit, et on m'a dit de veiller encore. Veiller, si je veille aujourd'hui, ça fait 3e nuit comme ça que je veille. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à faire. Vraiment, c'est décevant. Hein. C'est la déception également chez Amidou, un autre postulant au concours direct de la fonction publique. Il a tenté à plusieurs reprises et a été facturé à 800 francs CFA, mais sans succès. On n'arrive pas à accéder en fait à la plateforme. C'est le véritable problème. Donc on est obligé de veiller. Donc, tu peux mettre ton téléphone en réveil, tu te lèves très tard la nuit, aux environs de 2h, 3h, mais là ça ne passe pas. Voici le réseau qui est plein. Est-ce que c'est venu? Ce n'est toujours pas venu. Veuillez patienter. C'est le message qui s'affiche, mais la patience de ceux que nous avons rencontrés se lasse. Et si on quitte ici, ils vont nous dire de patienter. Dans patience, là, moi j'ai patienté hier nuit, de 1h jusqu'à 5h du matin. Même patienter. Kizito assiste les postulants. Il les aide à s'inscrire en ligne. Cette situation cause des désagréments à son petit business. Et il interpelle le ministère en charge de la fonction publique. Nous, on interpelle le ministre de la fonction publique, voilà, de revoir la plateforme. Parce que l'essentiel, c'est de pouvoir postuler. Puisque moi, je peux dire que les dépôts physiques, voilà, valent mieux même que ça. Voilà, parce qu'avec les dépôts physiques, tu sais, par exemple, que même si tu vas aller dormir là-bas, tu vas pouvoir déposer. Parce que l'essentiel, c'est de pouvoir déposer. Mais actuellement, avec la plateforme, tu n'arrives pas à déposer. Voilà, donc c'est nul, quoi. Sur ce portail figurent aussi des numéros à joindre en cas de difficulté. Mais voici le refrain qui leur est servi. Votre correspondant est en communication. Merci de bien vouloir rappeler ultérieurement. À 3 jours de la clôture des inscriptions, Sakinata espère une réaction à temps des autorités compétentes. En tout cas, on attend vraiment un mot du ministère ce soir parce que nous sommes aujourd'hui mercredi. Je pense qu'il y a un conseil des ministres qui... Mais moi, je pense que ce soir, ils vont faire sortir quelque chose de bon, quoi, qui va nous donner espoir. Contacté, le département du professeur Seni Ouedraogo a promis réagir dans les jours à venir. Des politiques publiques décriées comme vous venez de le voir tout à l'heure, des cas de malversation constatés par moment. Face à ces situations qui mettent en cause la gouvernance économique, le gouvernement burkinabé et l'Union européenne apportent le PAGS, le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques. L'idée, c'est de contribuer à améliorer l'efficacité des politiques publiques et la gestion des moyens de l'État. À l'heure du bilan annuel à mi-parcours, les chiffres ne sont pas reluisants, mais les premiers responsables du ministère des Finances ne sont pas dessus. Mieux, l'heure est aux congratulations. Pourquoi? Eh bien, je vous invite à suivre ce sujet.
Face à une gouvernance économique de plus en plus critiquée du fait des actes de malversation financière constatés plus d'une fois, le gouvernement burkinabé et son partenaire, l'Union européenne, opposent le PAGS. Le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques vaut plus de 10 milliards de francs CFA. Il est question à travers ces activités d'assainir les finances publiques et d'améliorer l'efficacité des politiques publiques. 2 fois par an, les parties prenantes réunies au sein du comité de revue du projet marquent une halte. À sa première session de l'année 2020, les acteurs sont satisfaits de l'état d'avancement des choses, malgré les chiffres peu reluisants. À la date du 30 juin 2020, le taux d'exécution physique global moyenne pour l'ensemble du programme est estimé à 35,05% pour un délai consommé de 50%. Les grèves dans l'administration publique, le nouveau coronavirus sont indexés. Nous disons que ces résultats sont en deçà de nos attentes, mais au regard du contexte sanitaire qui n'a pas été favorable à la réalisation de beaucoup d'activités, on se dit globalement satisfait et nous sommes conscients qu'il faut mobiliser encore plus d'efforts pour rattraper le retard au cours du second semestre. Alors, il faut dire que beaucoup d'activités importantes ont été réalisées. Le programme a appuyé l'Institut national de la statistique et de la démographie au traitement des données du 5e recensement général de la population qui a été réalisé en fin d'année 2019 et pour résoudre le problème d'insuffisance de ressources humaines qualifiées statisticiens au niveau des structures de production statistique. Le programme accompagne le système statistique national à la mise en place d'une école de formation de cadres supérieurs statisticiens. Ce n'est pas tout. Le programme aide à disponibiliser les informations dans le but de faciliter la réalisation des opérations statistiques pour le prochain référentiel de développement au Burkina Faso. Au titre de l'assainissement des finances publiques, le programme a accompagné l'élaboration d'outils et de renforcement de compétences au profit des différentes structures du domaine. La présente session va non seulement examiner le rapport de mise en œuvre du plan de travail annuel budgétisé, mais aussi procéder à sa révision. Dans la même dynamique de quête de l'excellence dans la mise en œuvre des politiques publiques, la Direction générale de l'économie et de la planification joue sa partition. L'heure est à la diffusion de la loi 034/2018 AN du 27 juillet 2018, un texte portant pilotage et gestion du développement face au foisonnement des politiques publiques. Son système de planification a été expliqué aux acteurs privés de la région des Hauts-Bassins, surtout Justin Dabiri. Après plusieurs décennies d'élaboration et de mise en place des documents de politique de développement, plusieurs insuffisances ont été constatées, d'où la naissance de la loi portant pilotage et gestion du développement au Burkina Faso. Il y avait un foisonnement des politiques publiques dans les différents ministères et institutions. Donc le gouvernement a voulu, par cette loi qui est une première au Burkina Faso, pouvoir organiser le système national de planification. Et aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir présenter cette loi-là aux différents acteurs du secteur privé qui contribuent fortement au développement du Burkina Faso. Il s'agit principalement des bureaux d'études, des cabinets, des consultants indépendants pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble dans la démarche méthodologique d'élaboration des différents documents de politique et de stratégie. Pour Esaïe Willy, cette loi apporte des changements positifs par rapport aux années antérieures. En phase avec les réalités actuelles, elle apporte des perspectives nouvelles qui jouent un rôle important dans le développement sectoriel et impactent au bien la vie de la population. Aujourd'hui, nos politiques sectorielles sont stabilisées et la loi vient conforter cette stabilisation des politiques sectorielles. Et en plus, cette loi crée des instances qui ont un regard sur la cohérence et sur l'impact réel de ces politiques-là sur la vie des populations. Et ces instances-là, aujourd'hui, qui sont opérationnelles, statuent sur ces différents documents de politique-là, afin que si ces politiques partent en Conseil des ministres pour adoption, si l'avis est donné, ça veut dire que ces documents sont en cohérence avec la vision de développement à long terme. Et deuxièmement, notre étude nationale prospective arrive à son terme d'ici 2025. Et la loi prévoit qu'il faut évaluer cette
étude nationale prospective là et procéder à la définition d'une nouvelle vision prospective post-2025. Et ce sont des avantages que la loi nous donne. Le processus d'élaboration, le système national de planification, les organes de suivi et de validation sont les grands points abordés au cours de cet atelier de diffusion de la loi portant pilotage et gestion du développement. Des marchés modernes en lieu et place des tas de hangars de paille vétustes dans les communes de Nandiala dans le Bulki-MD et de Minima dans le Zondoma. Les réalisations du PNGT2 sont concrètes dans ces localités du Burkina Faso. Sur les traces des réalisations, les premiers responsables du ministère de l'Agriculture, département qui a abrité le programme national de gestion des terroirs 2, un programme qui a pris fin en 2018. Abdou Aziz Sari. Ce sont des infrastructures qui viennent renforcer les capacités de mobilisation de recettes de la commune de Nandiala en favorisant la mise sur le marché des productions agropastorales des populations. Ce marché moderne a été réalisé par le deuxième programme national de gestion des terroirs PNGT2 en lieu et place de ces hangars couverts de paille. Depuis sa mise en service, ce sont des millions de francs CFA que cette municipalité du Bulki-MD récolte tous les 3 jours. Toutes les communes convergent vers Nandiala pour le trafic au niveau du commerce. Et même jusqu'à Tembo, il y a des gens qui viennent ici, les jours de marché. Donc c'est pourquoi l'étude a révélé qu'on a plus de 30 millions de recettes tous les 3 jours, puisque les marchés c'est tous les 3 jours. Et depuis l'avènement de l'électricité, comme je le disais, presque tous les jours, c'est comme si c'était un jour de marché. Comme les gens qu'aujourd'hui ce n'est pas le jour de marché, mais les gens sont là pour vendre. À Minima, dans le Zondoma, les mêmes types d'infrastructures marchandes sont également réalisés par le Conseil régional du Nord avec l'appui financier du PNGT2. 39 boutiques et 2 hangars de 190 places. Le coût global de toutes ces réalisations est estimé à 500 millions de francs CFA. Ces infrastructures témoignent de la bonne marche des collectivités territoriales. Lorsque vous regardez, c'est des infrastructures marchandes. Donc, ce qui veut dire que c'est des infrastructures qui vont apporter du plus aux recettes de ces collectivités territoriales. C'est pour accompagner le développement de ces collectivités, parce que comme on le sait, l'État ne peut pas faire tout seul. Donc l'État s'appuie sur les infrastructures marchandes des collectivités pour essayer de les développer au profit de ces collectivités-là, quitte à ce que les retombées profitent aux populations bénéficiaires et à l'ensemble des collectivités. Le PNGT2 a pris fin en 2018. Ces activités de développement dans les communes rurales et les collectivités régionales vont se poursuivre avec le projet national de développement rural productif, PNDRP, un projet logé au ministère de l'Agriculture. Et cela a été vraiment une volonté manifeste du chef de l'État qui a vu que le PNGT s'est achevé et il fallait trouver un nouveau programme pour pouvoir prendre la relève. Ces choses faites, et nous voulons vraiment dire à ces communautés bénéficiaires de ces marchés, au niveau de Nandiala, comme au niveau de Minima, qui doivent mettre en place des comités de gestion pour assurer une gestion transparente, une gestion rationnelle de ces marchés et faire en sorte que les infrastructures peuvent être entretenues, peuvent être renouvelées dans la durabilité. Pour l'année 2020, le montant du financement des investissements dans les collectivités territoriales est d'environ 5,5 milliards de francs CFA. Cette somme va servir à financer 481 micro-projets au profit des populations. Sur le front des réalisations des projets de développement, il y a le PNGT2, il y a également la Chine, la deuxième puissance mondiale, finance plusieurs secteurs de développement au Burkina Faso. Des prouesses saluées lors d'une visite de l'ambassadeur chinois à l'association Point Focal. Elle a joué un rôle prépondérant dans le rétablissement des relations entre le Burkina Faso et la Chine il y a 2 ans. Abdou Aziz Sari. C'est ici, sur le toit de ce bâtiment, qu'a été hissé le premier drapeau rouge, le jour même du rétablissement des relations d'amitié entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Le choix de cet endroit n'est pas fortuit. Il est le siège de Point Focal, l'association qui a géré les contentieux et toutes les difficultés qui ont subsisté du fait de manque de relations entre les 2 pays. Elle a aussi joué un rôle de facilitateur dans le retour de la deuxième puissance mondiale au pays des hommes intègres. En visite dans les locaux de l'association, l'ambassadeur de Chine témoigne sa reconnaissance vis-à-vis du premier responsable des lieux.
Reconnaissance, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien dire que M. Témé et son équipe, ils ont vraiment beaucoup travaillé. Même beaucoup avant le rétablissement, ils ont déjà eu un objectif très clair. Et puis ce soir, je pense que c'est pour moi, après presque 2 ans de séjour ici, il faut que je vienne ici. Vraiment connaître le lieu, le premier lieu de l'amitié pour les peuples et aussi quand même pour le futur de nos relations bilatérales, de nos perspectives communes pour nos 2 pays. Les liens d'amitié qui existent entre l'ambassade de Chine et l'association Point Focal sont purement professionnels. Leurs objectifs communs sont la cohésion et les bonnes relations économiques et sociales entre les 2 peuples. Et ils sont convaincus qu'ensemble, ils parviendront à atteindre ce résultat. Et surtout, c'est le peuple burkinabé qui bénéficie. Le peuple burkinabé bénéficie aujourd'hui, surtout dans le domaine scolaire, d'un appui considérable pour la construction de 100 écoles primaires qui remplacent les écoles sous paillotte. Le peuple burkinabé aujourd'hui bénéficie aussi de l'assistance médicale de la Chine. Et aussi, un secteur non moins important, c'est bientôt l'hôpital de référence qui serait construit à Bobo et qui résulte de l'engagement ferme de la République populaire de Chine pour aider le Burkina dans le volet de la santé. L'association Point Focal existe depuis plus de 15 ans. Avant de partir, le visiteur du jour a eu droit à une démonstration de kung-fu, comme pour dire que la coopération sino-burkinabé n'est pas que économique, mais aussi culturelle. Un mot de culture dans cette édition avec cette visite de courtoisie de Naba Poulma chez Naba Boulga de Ouagadougou. Naba Poulma qui n'est autre que l'opérateur économique Marcel Zoma, intronisé en janvier dernier par Naba Boulga de Ouagadougou lui-même. C'est donc un retour aux sources pour celui qu'on appelle Razan Naba depuis le jour de son intronisation. Bessogré, John William Somda. C'était un devoir de redevabilité que s'est livré le Naba Poulma le dimanche 2 août chez le Naba Boulga de Ouagadougou. Intronisé le 14 janvier dernier en qualité de Razan Naba Poulma par le Ouagadougou Naba, Marcel Lazoma, à l'état civil, est allé aux origines de son trône. 6 mois après avoir abordé ses attributs de chef, le Razan Naba s'est fait accompagner d'une foule immense composée de parents, d'amis et de ses employés des caves Poulma à l'initiative de la visite. Je rends grâce à Dieu. Mon entreprise a grandi et les employés ont voulu me témoigner leur reconnaissance en m'accompagnant ce matin chez le Naba Boulga de Ouagadougou. Ce dernier m'a fait honneur en m'intronisant en qualité de Razak Naba. Mes employés sont venus des 4 coins du Burkina Faso, mais aussi de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo pour dire de vive voix merci au Ouagadougou, d'où ma présence effective ce matin à son palais. En ce jour de dimanche, le Razan Naba est allé faire de nouveau allégeance sur Sa Majesté le Ouagadougou Naba, lui-même aussi ému que surpris par la visite de son filleul. Je suis extrêmement heureux de la visite de ce matin, d'autant plus que je ne m'attendais pas à une si grande mobilisation. C'est un véritable honneur qui m'est fait ce matin par le Razak Naba et ses proches. Je dois dire que c'est une agréable surprise. Après les différents salamalek de courtoisie, le Razan Naba Poulma de Ouagadougou a gratifié son hôte de nombreux présents, dont un poulet, un bélier et surtout un majestueux fauteuil. De quoi laisser Naba Boulga de Ouagadougou sans voix au moment de découvrir le chef-d'œuvre artisanal. Je ne m'attendais pas à cet honneur de plus. Du fond du cœur, je suis sans voix. Que dire de plus, si ce n'est de remercier davantage de Razak Naba et sa délégation pour ce geste plein de reconnaissance qui me rend particulièrement heureux ce matin. À la suite, au moment de recevoir à son tour les éloges et les remerciements de Naba Boulga, le Razan Naba a surtout tenu à préciser la symbolique qui représente le fauteuil.
Le fauteuil est l'un des attributs les plus importants de la souveraineté d'un chef. Le pouvoir étant de droit divin, il est donc de notre devoir de respecter les autorités, aussi bien coutumières qu'administratives. Toute autorité mérite respect et par ce fauteuil que nous offrons ce matin au Ouagadougou, nous voulons lui réaffirmer toute notre soumission. Promoteur de la chaîne hôtelière Beneb Souka à Koudougou et de la chaîne des caves Poulma, Marcel Zoma, alias Razanga Naba de Ouagadougou, a incité à sa sortie chez le Boulga Naba la jeunesse burkinabé à plus d'abnégation dans le travail et dans le respect des différentes autorités coutumières et administratives. Une détonation assourdissante, une double explosion mortelle particulièrement impressionnante qui a secoué la capitale libanaise ce mardi. À Beyrouth, c'est la désolation. La Croix-Rouge parle d'une centaine de morts et plus de 4000 blessés. Du port de Beyrouth, il ne reste plus que des ruines au lendemain des explosions apocalyptiques qui ont éventré une partie de la capitale libanaise. D'après les autorités, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées ici sans mesure de précaution dans le port. Elles seraient à l'origine des déflagrations les pires vécues par Beyrouth. On dirait Hiroshima ou Nagasaki. C'est ce que ça me rappelle. J'ai jamais vu autant de destruction. C'est une catastrophe nationale, une catastrophe pour le Liban. Nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir, nous ne savons pas. Nous pouvions à peine survivre avant l'explosion et maintenant nous avons ce désastre. Nous devons rester forts, nous devons rester ensemble, être courageux. À Beyrouth et dans tout le Liban, l'émotion est immense. Le bilan ne cesse de s'alourdir. On dénombre désormais au moins 100 morts et plusieurs milliers de blessés. Dans les quartiers limitrophes, des immeubles entiers sont éventrés. Les dégâts sont estimés à plus de 3 milliards de dollars et selon le gouverneur de Beyrouth, jusqu'à 300 000 personnes sont sans domicile fixe. Une catastrophe qui survient alors que le Liban connaît sa pire crise économique depuis des décennies, marquée par une hyperinflation et des licenciements. Sur les réseaux sociaux, les Libanais ont exprimé leur colère contre la classe dirigeante, estimant que l'explosion est le résultat d'une mauvaise gestion et d'une négligence. Après la stupeur et l'effroi, l'hommage aux victimes de la double explosion. Le président libanais Michel Aoun a observé ce mercredi 1 minute de silence au palais présidentiel, alors que le Premier ministre a décrété une journée de deuil national. Pour Michel Aoun, l'impact de la catastrophe est inimaginable. Aucun mot ne peut décrire l'horreur du désastre qui a frappé Beyrouth hier, la transformant en une ville sinistrée. L'ancien Premier ministre libanais Saad Hariri s'est pour sa part rendu sur les lieux détruits par les explosions. De nombreux pays ont envoyé des messages de soutien et promis de l'aide, à l'instar de la France, qui va envoyer du personnel et des équipements médicaux, ainsi que des pompiers. Le président Emmanuel Macron se rendra d'ailleurs à Beyrouth jeudi. Le Qatar a également apporté son soutien, envoyant de l'aide médicale et des équipements, de même que la Grèce, qui a promis de l'aide. Nous sommes prêts à apporter notre aide en fournissant du matériel médical supplémentaire, car j'imagine qu'au fil des heures et des jours, nous comprendrons mieux l'ampleur de cette tragédie sans précédent. D'autres pays européens ont offert leur aide technico-financière, comme le Royaume-Uni, la Pologne ou l'Allemagne, qui va également envoyer une équipe d'experts en recherche et en sauvetage. En dévastant le port de Beyrouth, véritable poumon économique du pays, cette double explosion risque de fragiliser encore plus le Liban, qui connaît déjà sa pire crise économique depuis des décennies. Courage au peuple libanais. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité partout et plus particulièrement à Pau dans le Nahouri. À demain pour d'autres actualités.